Lorsque la lieutenant générale Veronica est revenue d'un sommet de l'OTAN, elle s'attendait à un retour tranquille chez elle, et non à être menottée, humiliée et ignorée dans un garage d'aéroport par des officiers qui refusaient de croire qu'une femme noire pouvait détenir le pouvoir. Elle ne portait pas son uniforme ce jour-là. Pas de médaille. Pas de badge. Pas d'insigne digne d'un salut. Juste un pantalon noir, un long manteau anthracite et des gants de cuir. Simple. Discret. Délibéré. La lieutenant générale Veronica n'avait pas besoin de montrer qui elle était. Après 32 ans de service, elle l'incarnait dans sa démarche. Dans son regard. L'avion en provenance de Francfort avait atterri tôt, vers 15h45. C'était un après-midi froid de mars à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, en Virginie. Veronica venait de terminer 5 jours exténuants de réunions consécutives au sommet de défense de l'OTAN en Allemagne. Pas de presse. Pas d'apparition publique. Juste des hauts gradés militaires à huis clos, discutant de logistique, d'Ukraine, de dissuasion, de stratégie et d'exercices de coordination. Sa tête bourdonnait encore de l'intensité de la situation. Elle franchit rapidement la douane, toujours en mission. Il n'y avait pas d'entourage. Juste elle et le major Darnell Bishop, son aide de camp. Il avait 38 ans, était grand, ancien officier d'artillerie de campagne devenu coordinateur logistique fidèle jusqu'à la moelle. Il plaisantait souvent sur leurs différences d'âge, mais elle lui avait un jour confié qu'il était le genre d'officier qu'elle aurait aimé copier. Ils riaient, mais n'étaient jamais en désaccord. Ils sortirent de la zone de récupération des bagages, descendirent au rez-de-chaussée du terminal et empruntèrent le long escalator jusqu'au parking. Une berline noire était venue la chercher et la ramenait chez elle à Bethesda. Elle vivait seule. Ses enfants étaient grands. Son mari était parti depuis 10 ans. Veronica prit une grande inspiration en pénétrant dans l'air froid du garage. Le vent soufflait plus fort ici. Son chauffeur n'était pas encore arrivé, mais elle ne s'inquiétait pas. Elle était en avance. Elle se tenait immobile près d'un grand pilier de béton, consultant son téléphone pour les mises à jour. Darnell se tenait non loin, les bras croisés, cherchant la Lincoln noire. Le garage était presque vide, à l'exception de quelques voyageurs dispersés traînant leurs valises. Un chariot de maintenance bipa en reculant près de l'ascenseur. Et puis c'est arrivé. 3 individus sont arrivés rapidement par la gauche. 2 hommes. Une femme. Pas d'uniforme. Pas de badge visible. Juste des pas déterminés et des voix saccadées. Le premier, un homme trapu avec une coupe en brosse et une veste marron, prit la parole en premier. « Madame, nous avons besoin que vous gardiez vos mains là où nous pouvons les voir. » Véronique cligna des yeux. « Pardon ? » ?»« Madame, nous avons des raisons de croire que vous correspondez à la description d'un suspect impliqué dans une affaire de sécurité, » a déclaré la femme, sa main posée sur une arme dans son étui. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité, » dit Veronica d'une voix ferme. « Vous pourrez nous donner votre carte d'identité une fois que nous aurons sécurisé la situation, » dit le deuxième homme, qui ne la quittait pas des yeux. « S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. » Darnell s'avança et leva la main. « C'est une lieutenant générale de l'armée américaine. Vous devez arrêter immédiatement. »« Reculez, monsieur, » aboya l'homme trapu, la voix plus sèche. « Vous perturbez les forces de l'ordre. » Veronica recula d'un pas, non par peur, mais par calcul. Elle fouilla lentement dans la poche de son manteau. « C'est un appareil fourni par le gouvernement. Je dois passer un appel sécurisé. »« Non, » rétorqua la femme. « Posez l'appareil par terre. »« Tu ne comprends pas. »« Nous avons dit au sol, » a crié l'officier en s'avançant et en lui attrapant le poignet. Darnell s'est précipité, mais le deuxième homme l'a repoussé d'une main ferme sur la poitrine. « Revenir. »« Tu fais une erreur, » dit doucement Veronica. Sa voix ne s'éleva pas, ne trembla pas. « Je suis le lieutenant général Veronica et vous détenez un officier fédéral sans motif. » Ce nom ne leur était pas familier. Ou, s'il l'était, ils s'en fichaient. La femme attrapa son autre bras. « Nous vérifierons cela une fois que vous serez en sécurité. » Main dans le dos. Ils lui tirèrent les poignets derrière elle. Aucune résistance. Juste la confusion et le silence. Darnell cria son nom, puis le sien, pour que quelqu'un l'écoute. Mais les menottes claquèrent. Veronica ne se débattit pas. Elle ne supplia pas.
Mais quelque chose dans son regard se figea. Pas la peur, mais quelque chose de plus lourd. De plus silencieux. Elle avait commandé des divisions. Supervisé les extractions sur le champ de bataille. Coordonné la surveillance par satellite. Elle avait été briefée dans la salle de situation de la Maison-Blanche. Elle était maintenant attachée dans un parking par des inconnus qui n'avaient aucune idée de qui elle était et qui n'avaient aucune envie de le découvrir. Son téléphone a heurté le béton. La berline s'est arrêtée quelques secondes plus tard. Le conducteur en est sorti, désorienté. Darnell a fait des signes frénétiques, appelant à l'aide, mais les policiers lui ont aboyé de se retirer. Véronica ne dit pas un mot. Mais le temps avait déjà commencé à tourner, et il n'avait aucune idée de l'erreur qu'il venait de commettre. Le sergent Blake Cormier garda sa botte fermement plantée tandis qu'il se penchait, tirant plus fort sur le bras de Véronica. Elle ne résistait pas. Elle cherchait son téléphone, s'exclama Darnell. Tu n'as aucune idée de qui tu viens de me noter. L'officier devant Marlowe, plus mince et visiblement plus jeune, semblait incertain. Et, peut-être qu'on devrait. Elle correspond parfaitement à la description, s'exclama Cormier. Nous confirmerons une fois la zone sécurisée. Le lieutenant Andrea Tisley, la seule femme présente, se déplaçait avec précaution. Elle parlait peu, se contentant de griffonner des notes sur un bloc-notes en cuir usé. Son regard était froid, clinique. Elle regardait Véronica comme si elle cataloguait un véhicule, et non un être humain. Véronica resta immobile, les poignets liés derrière elle, les doigts s'engourdissant lentement. Elle ne protesta pas. Elle ne jura pas. Mais son silence fut plus douloureux que n'importe quelle explosion. Elle se tourna légèrement vers Cormier. Je vous donne une dernière chance de signaler cette situation en bonne et due forme. Vous arrêtez un officier supérieur de l'armée américaine. Mon bureau vous le confirmera dans les 60 secondes, si vous me laissez utiliser ce téléphone. Cormier gloussa, comme si elle prétendait être la reine d'Angleterre. Vous avez toujours une histoire. Le visage de Darnell pâlit. Il regarda Cormier comme s'il venait de dégoupiller une grenade. Qu'est-ce que tu viens de dire, demanda-t-il en s'avançant. Tisley leva la tête. Recule. Tu n'aides pas. Darnell leva les deux mains. Je suis son assistant, le major Darnell Bishop. Vous êtes sur le point de mettre fin à 3 carrières, et j'essaie de l'en empêcher. Cormier le repoussa. Mets-toi dans ta voix. La voix de Véronica baissa. Ce téléphone est protégé par un accès confidentiel. Il est géolocalisé. Si je ne m'enregistre pas après le vol, un protocole est déclenché. Bien, murmura Marlowe. Alors nous saurons qui elle est vraiment. Véronique le regarda fixement sans cligner des yeux. Tu veux vraiment ça? Un silence s'installa. Au lieu de reculer, Cormier prit son téléphone et le rangea dans sa poche. Chaîne de traçabilité, dit-il d'un air suffisant. Pourtant, personne n'avait lu ses droits. Un autre voyageur est passé, s'arrêtant devant la scène surréaliste, une femme en tenue de travail menottée par 3 officiers agressifs tandis qu'un homme noir essayait en vain de s'expliquer. Le conducteur, toujours à l'extérieur de la berline, a demandé ce qui se passait. Cormier aboya, remonte dans le véhicule. Le chauffeur hésita, puis s'éloigna. Véronica se tourna vers Darnell. Protocole écho. Il cligna des yeux. Tu es sûr? Elle hocha la tête une fois. C'était suffisant. Darnell se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Plus de cris. Plus d'avertissements. C'était désormais le mode mission, silencieux et rapide. Il sortit un appareil secondaire de sa veste et composa le numéro de la ligne sécurisée du Pentagone. Autorisation accordée. Identité vérifiée. Systèmes activés. Véronique n'était pas dans le noir depuis plus de 6 minutes. Dehors, les officiers ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient allumé. Cormier s'appuya contre un pilier, parlant paresseusement dans son talkie-walkie. Femme, cinquantaine, 1,70 mètres, vêtements civils, appartenance à l'armée. Sans papier. Refus d'obtempérer. Détenu sans incident. Tisley a ajouté, aucune arme n'a été trouvée. Elle prétendait être une 3 étoiles, dit Marlowe, presque moqueur. Cormier rit. Oui, et je suis secrétaire à la défense. Puis vint l'appel radio. Vif. Net. Inimitable. Tâche 40, suspendre l'activité.
Ne pas déplacer le détenu. Confirmation en cours. Marleau leva les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sourire narquois de Cormier s'estompa. En moins de 30 secondes, 2 berlines militaires se sont arrêtées à l'entrée du garage. Pas la police. Ministère de la Défense. Un officier en uniforme est sorti, flanqué d'une femme civile portant une mallette. Sa carte d'identité était déjà en main. Elle n'a pas couru. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'était pas obligée de le faire. Elle s'est simplement dirigée vers la scène avec un visage de glace. Qui est responsable ici? Demanda la femme civile, la voix coupée. Cormier s'avança, immédiatement sur la défensive. Sergent Blake Cormier, mission conjointe d'application de la loi. Vous avez arrêté le lieutenant-général Véronica et interrompit l'officier en uniforme. Vous êtes sous surveillance pour détention illégale, défaut de vérification d'identité et ingérence dans une chaîne de commandement fédéral. Placez l'appareil au sol. Cormier parut perplexe. Il se tourna vers Véronica, réalisant qu'il n'avait même pas pris la peine de la consulter. Toujours menottée, elle la fixait, impassible. Mais ils ignoraient encore l'ampleur des dégâts. Cormier resta immobile au début. Sa main flottait près de sa ceinture, son regard passant de l'officier du département de la Défense à la femme en gris. Marleau se déplaça mal à l'aise, fouillant finalement dans sa veste et en sortant le téléphone de Véronica. Elle a dit que c'était un document émis par le gouvernement, marmonna-t-il en le brandissant. C'est crypté, répondit la femme en gris, et maintenant compromis. Vous n'aviez aucune autorité pour le saisir. Cormier se moqua. Nous opérions sous alerte Bolo standard. Suspecte de sexe féminin, corpulence moyenne, manteau noir, pantalon foncé. Lien possible avec un coursier. Véronique expira lentement. Tu n'as même pas vérifié l'horodatage de cette alerte, n'est-ce pas? La femme en gris se tourna vers elle. Généralet, nous avons déclenché une intervention Echo 6 complète suite à l'appel du major Bishop. Le commandement a des yeux. Êtes-vous blessé physiquement? Véronique hocha la tête une fois. Pas de blessé. Alors nous nous en occuperons. Darnell revint sur les lieux au moment même où Tisley et Marleau commençaient à reculer. Leur confiance s'était effacée de leur visage. Même Cormier paraissait plus petit. La femme civile éleva la voix, s'adressant maintenant aux 3 officiers. À compter de ce moment, vous êtes relevés de vos fonctions opérationnelles à cet endroit. Vous devez rester sur place. Veuillez ne pas communiquer avec votre unité. N'utilisez pas vos téléphones personnels. Une équipe d'enquête fédérale arrivera prochainement. Cormier marmonna dans sa barbe. C'est des conneries. Sergent, dit l'officier en uniforme à côté d'elle, s'avançant maintenant. Vous êtes déjà en violation d'au moins 2 directives fédérales, et peut-être du titre 18. Voulez-vous ajouter l'insubordination? Cela la fait taire. La femme en gris s'avança vers Véronica. Nous allons couper les liens maintenant, puis vous transporter directement au QG d'Arlington pour un compte rendu. Mais Véronica secoua la tête. Ne les coupez pas encore. La femme cligna des yeux. Est-ce que je l'ai fait? Des caméras corporelles, dit Véronica en regardant Cormier droit dans les yeux. Faites-leur retirer les menottes devant la caméra. Laissez-les faire. Il ne s'agissait pas d'humiliation, mais de s'assurer que tout soit enregistré, du début à la fin. Cormier semblait prêt à protester, mais le poids de son propre corps pesait sur lui devenant réel. Il s'avança et, sans un mot, détacha les menottes. Ses bras retombèrent le long de son corps. Elle ne se frotta pas les poignets ni ne fit rouler ses épaules, se contentant de se tenir droite. Un instant passa. Puis elle s'éloigna lentement, calmement, vers la berline qui l'attendait depuis le début. La femme en gris la suivit. À l'intérieur de la voiture, Véronica expira enfin. Darnell s'est glissé sur le siège passager devant. Personne ne dit un mot pendant le premier kilomètre. Puis Véronica prit la parole. Echo 6? Oui, madame. Ils ont déclenché l'alerte dans les 90 secondes. Arlington a signalé l'alerte lorsque vous n'avez pas confirmé que les roues étaient sorties. Bien, dit-elle en regardant par la fenêtre. Cela signifie que le système fonctionne. Mais ils sont quand même arrivés jusque-là, dit-il doucement. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Au QG d'Arlington, Véronica fut escortée par une entrée sécurisée, contournant la presse à l'entrée principale.
À l'intérieur du bâtiment, le général Thomas Consinckède, son père et collègue de longue date, l'attendait. Sa cravate était défaite et ses manches retroussées. Quelle que soit la réunion à laquelle il avait assisté, il la quitta immédiatement. « Ronnie, dit-il en s'avançant. Ça va ? Je vais bien. Il n'a pas demandé 2 fois. Le secrétaire a été informé il y a 5 minutes. La Maison-Blanche demandera une transcription avant demain matin. Elle hocha la tête. Soyez précis. N'en faites pas trop. Nous préparons actuellement une déclaration préliminaire, a-t-il déclaré. Mais si vous préférez rester silencieux, nous vous soutiendrons. Non, répondit-elle. Si ça fuit, je ne veux pas que l'histoire soit racontée sans moi. Il expira en se frottant le front. Vous êtes sûr ? Je ne veux pas être dans les médias. Je veux une transcription. Mot à mot. Mes mots, prononcés seulement si nécessaire. Tu sais que ça va fuir de toute façon. Alors ils peuvent m'entendre. Pas me faire tourner en bourrique. Au bout du couloir, les enquêteurs étaient déjà en train de compiler les images de la caméra corporelle. Un analyste juridique a signalé que les droits de Miranda n'avaient jamais été lus. Un autre a noté qu'aucun agent n'avait officiellement enregistré sa détention. La saisie de l'appareil allait déclencher une enquête à part entière, d'autant plus que le téléphone était connecté à des communications cryptées entre plusieurs services. En moins de 2 heures, chaque décision prise par Cormier et son unité dans ce garage a été vérifiée par rapport aux directives fédérales. Véronica était assise dans un bureau privé, buvant de l'eau chaude citronnée, la seule chose qu'elle demandait. Son manteau était soigneusement plié sur la chaise. Un bloc-notes neuf était posé à côté d'elle, intact. Darnell faisait les 100 pas dans le couloir. « Vous pensez qu'ils vont essayer de faire tourner ça en bourrique » a-t-il demandé au général Consinckède. Consinckède secoua la tête. Pas s'ils sont intelligents. Mais à l'extérieur du bâtiment, 3 carrières étaient déjà en suspens et les images n'avaient même pas encore été vues par le public. Le sergent Cormier était assis, raide, sur un banc métallique froid dans un bureau temporaire, juste à l'extérieur de la zone de sécurité de la TSA de l'aéroport. L'air était vicié. Ses mains s'agitaient sur ses cuisses. Marlowe s'adossa à la chaise en plastique à côté de lui, les yeux écarquillés mais silencieux. Tisley, les bras croisés, fixait le distributeur d'un regard vide. Aucun d'eux n'avait dit grand-chose depuis que l'agent en uniforme du département de la Défense leur avait demandé de rester sur place. Ils n'avaient pas pu repartir. Ils n'avaient pas pu terminer leur service. Ils n'avaient même pas reçu d'appel téléphonique. 2 hommes des affaires intérieures arrivèrent les premiers au nom pas du service local, mais de la division conjointe de surveillance de l'application des lois. Leur badge était authentique. Leur ton était plus froid que l'air ambiant. « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé dans ce garage », dit l'un d'eux, sans s'asseoir. « Et je vous suggère d'être honnête, car c'est déjà plus important que vous ne le pensez. » Cormier ouvrit la bouche, mais l'agent leva la main. « Nous avons visionné les images préliminaires. N'essayez pas de modifier le récit maintenant. Nous allons le parcourir, image par image. » De l'autre côté de la ville, au QG d'Arlington, Véronica était assise calmement dans une salle d'audience à huis clos avec 3 juristes, un représentant du bureau de l'inspecteur général et son propre avocat militaire. La vidéo venait d'être diffusée dans son intégralité. Aucune coupure. Aucun montage. Aucun commentaire. Juste une vidéo brute et silencieuse provenant de 3 caméras corporelles distinctes, chacune donnant un angle légèrement différent de la même erreur. Son visage est resté illisible tandis que l'écran montrait sa voix demandant calmement de s'identifier, demandant d'utiliser le téléphone, les avertissant des conséquences. Puis la partie où Cormier l'a dit. « Vous avez toujours une histoire. » La pièce devint silencieuse. Le major Darnell Bishop se pencha légèrement en avant, observant les yeux de Véronica. Ils ne tressautèrent pas une seule fois mais ses doigts se refermèrent fermement sur le stylo qu'elle tenait à la main. Elle ne le dit pas, mais ce n'était pas nécessaire. Ce moment filmé, cette phrase, allait rendre impossible toute affirmation selon laquelle il s'agissait simplement d'une erreur de procédure. Le général Consinckède est entré quelques secondes plus tard. Ça fuit déjà. Qu'est-ce que c'est ? A demandé le représentant légal de Véronica. Les images. Quelqu'un en a laissé une copie au Congrès. Vous les verrez aux informations au coucher du soleil. Véronique n'a pas bronché. Laissez-le aérer. Tu es sûr ? Demanda Consinckède.
Mieux vaut les laisser deviner. De retour à l'aéroport, Tisli a finalement rompu son silence. Tu penses qu'on a fini, demanda-t-elle à Marlowe, sans le regarder. Marlowe hésita. Je ne savais pas. Je trouvais juste qu'elle ressemblait à la photo. Vraiment, rétorqua Tisli, sans le regarder dans les yeux. Ou est-ce que nous nous sommes simplement convaincus qu'elle l'avait fait? Cormier marmonna quelque chose dans sa barbe, puis se frotta le visage avec ses mains. Nous faisions simplement notre travail. Non, ce n'était pas le cas, rétorqua Tisli. Nous avons sauté des étapes. Nous n'avons pas vérifié. Et nous avons ignoré chaque mot qu'elle a dit. Un nouvel agent est entré, tenant une tablette. J'ai besoin que vous signiez tous les 3 des accusés de réception de suspension temporaire. Cela ne signifie pas que vous êtes licencié, mais que vous êtes hors service en attendant l'enquête. Cormier leva les yeux. Suspension? Pour avoir fait notre travail? L'agent haussa un sourcil. Vous avez menotté un haut fonctionnaire fédéral. Illégalement. Vous avez saisi des biens gouvernementaux cryptés. Vous avez repoussé son subordonné. Vous n'avez pas confirmé son identité et n'avez fait aucune tentative radio pour valider sa version des faits. Nous avons eu un avis de recherche, a répété Cormier. Elle l'a égalé. Vraiment, demanda l'agent. Parce que l'horodatage de ce bolo concernait un suspect détenu 30 minutes avant que vous ne l'ayez vu. Cormier ne répondit pas. L'agent se tourna vers Marlowe. Vous avez enregistré l'incident, n'est-ce pas? Je pensais que Blake allait le faire. Personne ne l'a enregistré, a répondu l'agent d'un ton neutre. Jusqu'à notre arrivée. À l'extérieur, des alertes d'information ont commencé à clignoter sur les téléphones portables. Rupture: un général militaire détenu à tort par des officiers à l'aéroport de Dallas. Des images de caméras corporelles montrent une confrontation houleuse. Origine ethnique, grade et reconnaissance. Y a-t-il eu des préjugés? Dans les maisons et les bureaux de tout le pays, les gens ont regardé ce clip encore et encore. Les menottes. Le téléphone au sol. Le silence. L'arrogance. Et la phrase « Vous avez toujours une histoire ». Les réseaux sociaux ont explosé. Les hashtags sont devenus tendance en une heure. Hashtag Généralet. Hashtag Vérifier le badge. Hashtag This is America. Les gens étaient furieux, non seulement contre les 3 officiers, mais aussi contre la désinvolture de l'action. La rapidité. La suffisance. Le fait que même l'un des plus éminents esprits militaires du pays n'était pas à l'abri des soupçons. Véronica ne regardait pas les informations. Elle était déjà en train d'écrire une déclaration officielle, une déclaration qu'elle espérait ne jamais devoir être utilisée, mais qui, elle le savait, pourrait l'être. Elle n'était pas longue. Elle n'était pas empreinte d'émotion. Elle était précise. À la fin, elle marqua une pause. Puis écrivit. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'identité, mais d'un refus de reconnaissance. Mais le public n'avait pas fini de regarder. Et ce qu'il vit ensuite renversa encore la situation. À 20h30 ce soir-là, toutes les grandes chaînes avaient diffusé l'histoire. Les titres variaient légèrement selon la chaîne, mais les images étaient toujours les mêmes. Une femme en manteau anthracite. Debout dans un parking. Calme. Elle tend la main. Elle demande à s'identifier. 3 officiers l'encerclent comme une proie. Et cette ligne: vous avez toujours une histoire. Personne ne pouvait détourner le regard. Les commentateurs l'ont décortiqué. Un colonel des marines à la retraite l'a qualifié de honteux. Un analyste juridique a dénoncé des violations de ses droits garantis par le 4e amendement. Des groupes de défense des droits civiques ont annoncé des conférences de presse. En moins de 12 heures, la vidéo a accumulé plus de 4 millions de vues. Dans sa maison de Bethesda, Véronica n'a rien vu. Le Pentagone lui avait demandé d'éviter tout commentaire. À vrai dire, elle n'avait pas prévu de s'exprimer, ou du moins pas devant la presse. Si ces paroles étaient prononcées, elles seraient délibérées. Maîtrisée. Non réactionnaire. C'est ainsi qu'elle a été formée. C'est ainsi qu'elle a dirigé. À la table de la cuisine, Darnell faisait défiler silencieusement les pages de son téléphone. C'est partout, madame. Je m'en doutais, dit-elle sans lever les yeux de son bloc-notes. La Maison-Blanche a-t-elle émis quelque chose?
Le porte-parole a déclaré qu'il surveillait la situation et avait pleinement confiance dans le ministère de la Défense pour mener un examen approfondi. Véronica sourit. Réponse prudente. Mieux vaut que le silence. Elle se tourna vers lui. Le secrétaire est-il venu? 2 fois. Le général Conquête lui a dit que vous attendiez le début de la revue. Elle hocha la tête. Bien. Partout au pays, les rédactions ont creusé plus profondément. Et lorsqu'elles ont découvert ce qui était enfoui dans le dossier de l'agent Devon Marleau, un blâme avec sursis datant de 4 ans pour avoir détenu un lycéen latino sans motif, l'histoire a pris de l'ampleur. Puis sont arrivées les révélations concernant le sergent Cormier. 6 plaintes internes ont été déposées depuis 2021. 3 émanaient d'hommes noirs interpellés sans motif alors qu'ils circulaient à Arlington. 2 émanaient d'entreprises locales dénonçant du harcèlement lors de contrôles aléatoires. Toutes ces accusations ont été jugées, sans fondement. Mais maintenant que les images ont été diffusées, la pression publique s'est accrue pour rouvrir ces dossiers. Le lieutenant Andrea Tisli, la discrète, n'a déposé aucune plainte officielle. Mais des courriels internes obtenus par un journaliste montrent qu'elle a un jour remis en question les protocoles de formation à la diversité, et qualifié un suspect de « juste un autre en colère ». Ce n'était pas illégal, mais ça ne faisait pas bonne impression dans un titre. Pressé de commentaires, le maire de la ville a qualifié l'incident de « profondément troublant » et a promis une coopération totale. À huis clos, il était furieux non pas par indignation morale, mais parce que sa ville se trouvait désormais au cœur d'un scandale national. Des rassemblements ont eu lieu à Washington, à Baltimore et même à Philadelphie. Certains tenaient des pancartes avec l'image et le rang de Véronique. Autres, elle l'a mérité. Tu l'as ignoré. Darnell fit défiler l'écran à nouveau. CNN organise une table ronde demain. Ils veulent que tu y participes. Non, dit-elle instantanément. Ils ont dit que cela pourrait façonner le récit. Elle le regarda droit dans les yeux. Le récit n'a pas besoin d'être façonné. Tout est filmé. Au bureau du Joint Enforcement Task Force, les 3 agents étaient désormais assis dans des salles séparées, sous contrôle administratif. Ils n'étaient pas en état d'arrestation, mais faisaient l'objet d'une enquête active pour mauvaise conduite, violation des droits civiques et manquement aux devoirs. Cormier avait l'air épuisé, son arrogance transformée en amertume. « Je ne savais pas qui elle était », a-t-il dit. Elle ne ressemblait pas à un général. L'agent se pencha en avant. « À quoi ressemble un général ?» Il n'a pas répondu. Véronica garda le silence un jour de plus. Puis elle soumit une réponse officielle au ministère de la Défense. Une transcription, pas un discours. Calme. Clair. Sans venin. Une phrase m'a particulièrement marqué. Je n'ai pas été ciblé par confusion. J'ai été écarté à cause d'une supposition. Dès que la presse en a parlé, c'est devenu un cri de ralliement. Les commentateurs ont cessé de parler uniquement des images. Ils ont maintenant parlé de perception, comment le pouvoir devient invisible lorsqu'il est enveloppé dans la mauvaise peau. Comment même une femme avec 3 étoiles sur l'épaule et un siège à l'OTAN pourrait être aplatie par des préjugés dans un parking. Véronica n'a pas pleuré à la télé. Elle n'a pas tweeté. Elle n'a pas imploré de la compassion. Elle a continué à bouger. Mais le chapitre suivant ne parlait plus d'elle. Il s'agissait de savoir qui en répondrait. « Je ne veux pas qu'ils soient punis parce qu'ils m'ont embarrassé », a-t-elle déclaré. « Je veux qu'ils rendent des comptes parce qu'ils ont ignoré tout ce que j'essayais de leur dire. Ils m'ont renvoyé non pas parce qu'ils avaient de mauvaises informations, mais parce qu'ils pensaient en avoir déjà assez. » Un doux murmure parcourut la pièce. « Demandez-vous qu'ils soient retirés du service », a demandé un responsable. « Je vous demande d'arrêter de prétendre qu'il s'agit d'un incident isolé », a-t-elle répondu. C'est juste celui que vous avez filmé par hasard. Pendant ce temps, au siège, le groupe de travail se désintégrait. La pression publique a contraint la direction à soumettre l'ensemble de l'unité à un examen. Des agents ont été réaffectés. Les protocoles ont été gelés. Du personnel de services extérieurs a été sollicité pour vérifier les anciens dossiers. Un forum communautaire organisé à Arlington s'est transformé en une réunion de 2 heures. Des dizaines d'habitants ont pris la parole. Commerçants, enseignants retraités, jeunes professionnels, chacun a partagé un moment où il a été interpellé, interrogé ou ignoré. « Je ne portais pas d'uniforme », a déclaré un homme, « mais je suis aussi allé en Irak. Et l'année dernière,
J'ai été arrêté parce que ma voiture ne semblait pas à sa place dans mon allée. Une femme a ajouté, ce n'était pas une question d'identité. C'était une question d'invisibilité. On ne peut pas devenir ce qu'il refuse de reconnaître. Les médias ont commencé à parler de l'événement non pas comme de la situation de Veronica, mais comme de la détention de Dul. Un assistant du Congrès a admis, officieusement, que plusieurs membres du comité se préparaient à convoquer des audiences. Chez elle, Veronica lisait attentivement les articles. Non par vanité, mais par stratégie. Les histoires passent inaperçues. Les archives, elles, non. Elle ne courait pas après les gros titres. Elle préparait son témoignage. Mais avant même qu'elle puisse parler officiellement, le Congrès prononçait déjà son nom. La salle d'audience du Capitole était plus froide que dans les souvenirs de Veronica. Pas la température, mais le ton. Costume rigide, bureau ciré, micro positionné comme des pièges. Caméra nichée dans les coins, observant tout. La salle n'était pas bondée, mais elle était imposante. Le genre d'atmosphère où même le silence semblait régner. Veronica était assise bien droite à la table des témoins, vêtue de son uniforme militaire. 3 étoiles sur l'épaule. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Juste des rubans, un grade et un palmarès acquis sur 3 décennies. En face d'elle étaient assis 12 membres du comité de surveillance et de réforme gouvernementale. Un mélange de partis, de régions et d'expressions illisibles. Certains avaient déjà lu sa déclaration. D'autres s'étaient contentés de parcourir les gros titres et d'apporter leurs opinions. Mais la pièce a changé quand elle a commencé à parler. « Je m'appelle lieutenant-général Veronica, dit-elle d'une voix ferme, mais sans froideur. J'ai servi dans l'armée américaine pendant 32 ans. J'ai commandé des brigades à l'étranger, dirigé des cyberopérations, assuré la coordination avec l'OTAN et représenté notre pays lors de négociations diplomatiques sur la sécurité. » Elle laissa le silence s'installer. J'ai été menotté dans un parking parce que 3 agents ont trouvé mon apparence suspecte. Ils ont ignoré tout ce que j'ai dit. Ils ont pris mon téléphone. Ils m'ont maîtrisé. Ils ne m'ont jamais lu mes droits. Ils n'ont jamais vérifié l'horodatage du bolo auquel ils se référaient. Ils ne m'ont pas demandé qui j'étais. Ils ont décidé qui je ne pouvais pas être. Un silence s'abattit derrière elle. Véronique a tourné une page. Je n'étais pas en uniforme ce jour-là. Je n'étais ni entouré de soldats ni escorté de gardes. Je ne donnais pas d'ordre. J'étais simplement une femme en manteau, attendant son chauffeur. C'est tout ce qu'ils ont vu. Et c'est là le problème. La représentante chez les Drummond de l'Oregon s'est penchée en avant. Général, pensez-vous que la race a joué un rôle dans votre détention? Véronique ne s'y a pas. Je crois qu'ils ont vu une femme noire debout, seule, parlant avec autorité, et ils ne pouvaient pas accepter qu'elle soit celle qu'elle prétendait être. Drummond a demandé à nouveau. Si vous n'aviez pas été général, pensez-vous que le résultat aurait été différent? Veronica esquissa un léger sourire sec. Pas par amusement. Si je n'avais pas été général, je serais encore assis à l'arrière d'une voiture de police. Le représentant Robert Glassman de Floride a ajusté ses lunettes et a pris la parole ensuite. Certains affirment qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. Les policiers auraient travaillé à partir de données incomplètes et auraient commis une erreur sous la pression. Comment réagiriez-vous? Véronique ferma son dossier et leva les yeux. S'il s'agissait d'une erreur d'identité, tout aurait pris fin dès que je me suis identifié. Mais ce ne fut pas le cas. Car il ne s'agissait jamais de ce qu'il savait. Il s'agissait de ce qu'il refusait de croire. Le silence suivit. Ce n'est pas une question de colère, poursuivit-elle d'un ton plus doux. C'est une question de clarté. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je suis ici parce que j'ai gagné le droit d'être entendu. Et parce que la prochaine personne qu'ils choisiront de ne pas croire n'aura peut-être pas de téléphone sécurisé ni de commandant prêt à appeler le Pentagone. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. C'était la différence. Sa retenue n'a pas diminué sa présence, elle l'a au contraire amplifiée. Cet après-midi-là, les chaînes d'information ont diffusé des extraits de son témoignage sur tous les écrans. Les gros titres ont changé. Le général dénonce des hypothèses erronées lors d'une audience houleuse. Le Congrès conteste le groupe de travail après la déclaration de Hay. Ils ont décidé qui je ne pouvais pas être et touchent une corde sensible nationale. Au QG d'Arlington, Darnell Bishop observait depuis un bureau annexe.
Il ne prenait pas de notes. Il n'en avait pas besoin. Il l'avait déjà entendu parler avec la même fougue, jamais avec des caméras, toujours avec détermination. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'Amérique écoutait. Chez elle, Véronica retira sa veste et la posa soigneusement sur une chaise. Son téléphone vibrait sans arrêt, messages, emails, demandes de renseignements. Elle a ignoré la plupart d'entre eux. Au lieu de cela, elle a envoyé un SMS à sa fille. « Simone, tu as réussi. Tu regardes ?» Simone répondit instantanément. Chaque seconde. Fier, et loin d'être suffisant. Véronica sourit faiblement et posa son téléphone face vers le bas. L'audience n'a pas mis fin à la conversation, mais elle a changé son cours. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait du système. Des protocoles. Des hypothèses non vérifiées sur lesquelles les officiers se sont trop vite appuyés, et des voies qu'ils ont balayées sans poser de questions. Dans les jours qui ont suivi, les officiers ont finalement dû faire face à des conséquences qu'ils n'avaient jamais vues venir. 9 jours après l'audience, le rapport officiel a été publié, 38 pages de langage stérile, mais ses conclusions étaient sans équivoque. Les affaires internes, en coopération avec la division des droits civiques du ministère de la Justice, ont constaté que les sergents Blake Cormier, Devon Marlowe et le lieutenant Andrea Tisley avaient enfreint de nombreuses procédures. Parmi celles-ci, défaut de confirmation d'identité, détention illégale, saisie de biens protégés et défaut de désamorcer une situation non menaçante. La recommandation était claire, licenciement immédiat. En milieu de matinée, chaque agent a été prévenu en personne. Pas de caméra. Pas d'annonce. Juste une enveloppe blanche, remise sur un bureau en présence d'un superviseur. Cormier ne dit rien. Il resta assis, immobile. Ses mâchoires étaient si serrées que les muscles près de ses oreilles tremblaient. Marlowe a demandé s'il pouvait faire appel. La réponse a été catégoriquement négative. Tisley ne dit rien. Elle signa le document, se leva et partit sans regarder personne dans les yeux. La réponse nationale a été rapide. Certains syndicats des forces de l'ordre ont condamné cette décision, la qualifiant de bouc émissaire politique. D'autres l'ont publiquement soutenue, affirmant que la responsabilité était attendue depuis longtemps. Mais la voix la plus forte, celle que l'on entend dans les gros titres et dans les cafés, était plus simple. Enfin. Véronica a reçu la mise à jour par email. Elle n'a pas fêté ça. Elle n'a appelé personne. Elle a juste lu le message à son bureau et s'est remise à examiner la logistique de la flotte du Pacifique. Quand Darnell est entré avec du café et a vu son écran, il a haussé un sourcil. « Alors, c'est tout ? Ils ont pris une décision, a-t-elle déclaré. « Êtes-vous satisfait ? » « Je ne voulais pas de satisfaction, répondit-elle. Je voulais un disque. Ce n'est pas la même chose. Il marqua une pause. Quand même. C'est quelque chose. Elle hocha la tête. C'est vrai. Mais ça ne résoudra pas le problème. Mais les répercussions se sont fait sentir au loin. Le groupe de travail conjoint chargé de l'application des lois a été suspendu pour une durée indéterminée. Les protocoles de recrutement et de formation ont été repensés. Une surveillance civile a été ajoutée au comité d'examen interne. Un département a commencé à tester une exigence, toute détention de civils sans motif immédiat doit être examinée dans les 12 heures par une équipe juridique indépendante. Certains ont qualifié cela de cosmétique. D'autres ont dit qu'il était trop tard. Mais quelque part dans ce milieu bruyant et désordonné, quelques officiers ont finalement dit ce qui devait être dit. Nous nous sommes trop habitués à faire des suppositions, a déclaré un officier anonyme à un journaliste local. Cette femme dans ce garage n'était pas seulement une erreur. C'était un miroir. Et elle n'avait pas fini de parler. 2 semaines après les licenciements, Véronica a accepté de s'adresser à la promotion de l'U.S. Army Command and General Staff College de Fort Leavenworth. Non pas pour lancer un avertissement, ni pour servir de mise en garde, mais pour rappeler à quoi ressemble réellement le leadership. Elle est montée sur scène en uniforme complet, s'est tenue derrière un simple podium noir et a dit. Le respect n'est pas un réflexe. C'est une décision. Et si nous apprenons à ne le donner que lorsqu'un uniforme nous le dit, alors nous avons déjà perdu la moitié de la bataille. La pièce devint silencieuse. Personne ne devrait avoir besoin de montrer son rang pour gagner la décence élémentaire, elle a continué. Votre devoir est de servir, pas de trier. Souvenez-vous-en.
Il ne s'agissait pas d'applaudissements, mais de permanence, quelque chose que les cadets pourraient emporter avec eux plus longtemps que leur manuel. De retour à Washington, 2 des anciens officiers avaient déjà engagé des avocats. Des rumeurs de poursuites pour licenciement abusif ont commencé à circuler, mais l'opinion publique n'était pas de leur côté. La plupart considéraient leur licenciement comme un acte de rectification, et non une tragédie. Le maire, resté généralement silencieux, a finalement tenu une conférence de presse. Entouré de représentants de la communauté et de responsables des forces de l'ordre, il a promis une révision complète des protocoles d'interpellation des civils. Nous ne pouvons pas entraîner une personne à avoir du jugement, il a dit. Mais nous pouvons exiger des conséquences lorsque ce jugement échoue systématiquement. Dans un auditorium voisin, des lycéens du quartier ont regardé la conférence de presse pendant les cours. Quelques-uns ont levé la main et ont demandé à leur professeur. Est-ce que ça pourrait arriver à n'importe qui? Même à un général? La réponse n'était pas réconfortante. Elle était réelle. Mais dans ces salles de classe, ces salons et ces bureaux, quelque chose avait changé. Et ça ne reviendrait pas comme avant. Véronica n'avait jamais prévu de devenir un symbole. Ce n'était ni sa voix ni sa mission. Elle n'a pas organisé de rassemblement et n'a pas republié de hashtag. Mais lorsque la vidéo est parvenue au public, quelque chose a changé. Ce qu'ils ont vu n'était pas seulement un moment de manque de respect. Ils ont vu un modèle qu'ils ont reconnu, parfois douloureusement bien. Elle a commencé à recevoir des lettres. Des centaines au début, puis des milliers. Certains manuscrits, d'autres dactylographiés. Quelques-uns étaient maculés de ce qui ressemblait à des larmes. Ils venaient d'anciens combattants, d'enseignants, d'infirmières, de propriétaires d'entreprises, de juges à la retraite, des gens qui ne l'avaient jamais rencontrée mais qui savaient exactement ce à quoi elle avait été confrontée dans ce garage. L'un d'eux provenait d'un ancien sergent technicien de l'armée de l'air en Arizona. « Madame, j'ai salué les généraux pendant 22 ans. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu un pincement au cœur, non seulement à cause de ce qu'ils vous ont fait, mais aussi parce que je sais que si j'avais été à leur place, ils ne m'auraient même pas laissé parler. Vous avez tenu bon avec plus de discipline que la plupart ne pourraient en rêver. » Une autre réponse est venue d'une adolescente du Michigan. « Ma mère m'a montré ton histoire. Tu m'as fait comprendre que je n'avais peut-être pas besoin de changer qui je suis pour devenir puissante. Juste de la patience, de l'intelligence et du calme. Merci. » Véronica les lut lentement. Non pas par besoin de validation, mais parce que chaque mot lui rappelait l'ampleur de l'impact. Sur les réseaux sociaux, le débat a mûri. Ce qui avait commencé comme une indignation s'est transformé en réflexion. Les gens ont partagé des histoires d'erreurs, de mauvais jugements et de rejets. Un fil de discussion sur X, anciennement Twitter, a réuni plus de 12 000 utilisateurs racontant les moments où ils ont été perçus comme inférieurs à ce qu'ils étaient. Dans les aéroports. Dans les magasins. Dans les salles de classe. Et même dans les tribunaux. Une vague silencieuse de compréhension commença à se former. Non pas de la pitié performative, mais de la reconnaissance. De la rapidité avec laquelle les gens évaluent et de la lenteur avec laquelle ils reconsidèrent. Même au sein des forces de l'ordre, les répercussions ne se sont pas arrêtées. Le capitaine Jeremy Stowe, coordinateur de la formation de la police à Sacramento, a publié une vidéo en réponse à l'audience de Véronica. Quand j'ai regardé ces images du garage, je n'ai pas vu d'erreur. J'ai vu un état d'esprit. Un état d'esprit dangereux. Si nous formons nos agents à réagir avant qu'ils n'observent, nous les avons déjà trahis, eux et les communautés que nous servons. Le clip est devenu viral. Peu de temps après, les services de police de Colorado Springs, San Diego et Pittsburgh ont ajouté des modules obligatoires de réétalonnage des préjugés à leur programme d'académie. Moins axé sur la théorie. Plus axé sur la formation à la décision par scénario réel. Les images de Véronica sont devenues une étude de cas. Lors d'une conférence à Boston, un professeur de la Kennedy School l'a qualifié d'« l'effet de brume ». Là où le pouvoir est présent mais refusé, simplement parce qu'il n'arrive pas dans le paquet auquel on s'attend. Véronique n'a pas assisté à la conférence. Elle n'en avait pas besoin. Le travail avançait désormais sans elle. Mais toutes les réponses n'étaient pas réfléchies. Certains internautes ont donné leur propre version des faits. Des publications anonymes ont affirmé qu'il s'agissait d'une mise en scène. Qu'elle a exagéré l'échange pour obtenir un effet de levier politique. Quelques voix fortes se sont demandé pourquoi une personne de sa stature ne montrait pas immédiatement sa carte d'identité, ignorant le fait qu'elle avait essayé à plusieurs reprises.
Elle s'y attendait. Lorsque vous remettez en question la façon dont les gens voient le monde, certains d'entre eux feront tout pour prétendre que vous ne l'avez pas fait. Pourtant, pour chaque message en colère, il y avait des dizaines de messages réfléchis. Sa fille, Simone, a publié une simple photo de Véronica en uniforme avec la légende. Ils ont vu une femme en manteau. Je vois une femme qui a bâti un empire sur l'ordre et l'intégrité. Leur erreur a été de penser qu'elle devait élever la voix pour le prouver. La publication a été partagée plus d'1 million de fois. Dans les coins tranquilles de l'Amérique, salon de coiffure, couloir d'école, quai de métro, les gens parlaient encore. Et contrairement à la plupart des histoires virales, celle-ci n'a pas disparu en une semaine. Même les comédiens l'ont mentionné dans leur monologue de fin de soirée. Pas comme une chute, mais comme un défi. Quelqu'un a plaisanté, imaginez menotter quelqu'un qui peut probablement ordonner une frappe de drone, et ensuite penser que vous êtes celui qui contrôle la situation. Le rire qui suivit n'était pas de la joie. C'était de l'inconfort. De celui qui fait réfléchir. Véronica continuait d'avancer. Elle retournait au briefing, participait à des réunions confidentielles, encadrait de jeunes officiers. Son quotidien ne s'arrêtait jamais, mais ceux qui la rencontraient la percevaient désormais différemment. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'ils avaient enfin vu ce qui avait été là depuis toujours. Mais Véronica avait encore une chose à faire. Et ce n'était ni pour la presse, ni pour le Pentagone, ni pour un gros titre. C'était personnel. C'était la fin du printemps lorsque Véronica retourna au garage. Ni pour la presse, ni pour une cérémonie. Pas de discours, pas de drapeau, pas de photographe qui l'attendait, les objectifs braqués sur elle. Elle portait un jean, une chemise bleu clair et des chaussures de marche. De nouveau civil. Juste une femme debout là où tout avait changé. Le parking avait la même apparence. Même béton fissuré. Même ligne jaune délavée. Même écho sourd des voitures qui reculent et des roues des bagages qui roulent. Le pilier contre lequel elle s'était appuyée était toujours là. De légères traces noires d'usure persistaient à sa base. Pendant un moment, elle resta immobile, les mains dans les poches. Puis un groupe de lycéens arriva au coin de la rue. Des cadets du ROC d'une école de Fairfax nerveux, chuchotant entre eux, mais tous la regardaient. Leur instructrice, une lieutenant-colonel à la retraite nommée Marsha King, s'avança. « Madame, dit-elle avec un hochement de tête respectueux. Merci d'avoir accepté de les rencontrer ici. » Véronique esquissa un petit sourire. C'était le bon endroit. Les élèves formaient un cercle vague autour d'elle. La plupart ne savaient pas quoi dire. Une fille serrait son bloc-notes comme un bouclier. Un garçon, au fond, portait un uniforme impeccable et des chaussures trop serrées pour être confortable. Véronique les regarda, puis s'assit nonchalamment sur le rebord près du pilier. Avant toute chose, elle a dit, « Je tiens à vous dire ceci. N'ayez pas peur de parler calmement quand on s'attend à ce que vous criez. Parfois, le calme est plus éloquent que le bruit. » Un étudiant leva lentement la main. « Général, comment avez-vous pu rester aussi calme ce jour-là? Je crois que j'aurais perdu la tête. » Elle marqua une pause. Non pas pour faire du drame, mais par honnêteté. Parce que toute ma vie, on m'a dit que je ne pouvais pas être, a-t-elle dit. Et j'ai appris très tôt que réagir comme ils l'attendent ne fait que les aider à croire qu'ils ont raison. Un autre étudiant a demandé, « Pensez-vous que quelque chose a changé à cause de ce qui s'est passé ?» Véronica hocha la tête. Oui, mais pas tout. Le changement ne se produit pas comme un interrupteur. Il bouge comme la marée haute silencieux, implacable. Parfois, on ne remarque ce qui bouge qu'en regardant en arrière. L'une des filles s'avança, hésitante. Puis-je vous demander quelque chose d'un peu personnel? Poursuivre. Vous en avez parfois assez de devoir prouver qui vous êtes. Véronique sourit, mais il y avait une tristesse en dessous. Tous les jours. Mais je ne le prouve plus à eux. Je le prouve à ceux qui regardent. Comme toi. Elle regarda à nouveau le groupe autour d'elle. Vous allez vous retrouver dans des salles où vous ne ressemblerez pas aux autres. Vous serez sous-estimé, interrompu, ignoré. Laissez-les faire. L'important, c'est de ne pas se sous-estimer. Car un jour, quelqu'un aura besoin de vous voir debout, pour pouvoir se montrer encore plus grand. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était profond. L'instructeur s'avança à nouveau. Voulez-vous leur expliquer la scène? Véronica se leva et désigna doucement le pilier.
L'endroit où elle se tenait. C'est là que j'ai attendu mon chauffeur. C'est ici que j'étais encerclé. La caméra a tout filmé de là. Le téléphone a atterri ici. Elle s'accroupit brièvement, pointant du doigt les légères marques où son téléphone avait glissé sur le sol. Juste là. Ce bruit, je m'en souviens mieux que celui des menottes. C'était le bruit d'un rejet. Les étudiants étaient silencieux. Mais voilà le problème, poursuivit-elle en se relevant. Ils n'ont pas anéanti mon pouvoir ce jour-là. Ils ont juste révélé leurs propres limites. Elle se tourna vers le groupe. Il n'est pas nécessaire d'être bruyant pour être fort. Il n'est pas nécessaire de prouver sa valeur à des gens qui s'obstinent à ne pas la voir. Mais vous devez savoir qui vous êtes, bien avant qu'ils essaient de vous dire le contraire. À la fin de la visite, les élèves sortirent du garage avec une posture différente. Quelques-uns lui serrèrent la main. L'un d'eux la salua. Véronique ne l'a pas corrigé. Elle s'attarda après leur départ, juste un instant. Non pas pour revivre l'instant, mais pour le récupérer. Plus tard dans la soirée, elle était assise sur sa véranda à Bethesda, un thé chaud à la main. L'air était chargé du parfum de l'herbe fraîchement coupée. Simone l'avait appelée plus tôt pour lui dire qu'elle l'aimait. Darnell lui avait envoyé un SMS pour l'informer des dernières nouvelles concernant les réformes internes qui progressaient dans 3 États. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne et pensa à toutes les fois où elle avait traversé le feu en silence, sans que personne ne la regarde. Cette fois, ils avaient regardé. Et cette fois, le silence avait parlé plus fort que tout le reste, car parfois, la voix la plus forte dans la pièce est celle qui n'a jamais eu besoin de crier pour être entendue.